Salut à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour faire le point de l'actualité sportive au menu ce soir du football avec la sélection nationale qui amorce la dernière ligne droite vers la Coupe d'Afrique des Nations prévue, il faut le dire, du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc. Et pour aiguiser leur talent, et les Guépards vont se mesurer aux étalons du Burkina Faso en fin de semaine. Un match amical international qui se jouera bien sûr dans le royaume. Chérifie, nous en parlerons dans cette émission. Nous parlerons aussi de la boxe avec un rêve de couronne continentale brisé pour le Bénin le week-end écoulé au championnat, bien sûr, au championnat d'Afrique de la version WBO. Eh bien, le boxeur béninois Clément Loco a été contrarié par son challenger namibien devant son public à Windhoek. Et dans cette émission, nous allons revenir bien sûr sur les images de ce combat et bien d'autres disciplines, notamment le tennis de table, viendront compléter le menu de cette aventure vers Spiral, une aventure que je ferai avec l'un de nos consultants ici, son nom Habib Ichalabi. Bonsoir. Bonsoir Narcisse, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je rappelle, vous êtes journaliste sportif à A+P. Et en face de vous, mon collègue Candide. On est au Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Voilà, nous bénéficierons surtout de l'appui d'une équipe technique qui est au grand complet encore ce soir. Mon réalisateur Augustin Villecom, entouré pour la circonstance de Jules Echo et Francis Kokou à la régie première et bien sûr de Hippolyte Soumao à la régie finale. Le décor est ainsi planté. Nous allons démarrer avec notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et on va commencer par le football et surtout la trêve internationale de ce mois de novembre 2025. Candide, la sélection nationale du Bénin, a entamé son regroupement ce lundi. C'est bien cela, les Guépards du Bénin sont entrés en stage il y a quelques heures dans le cadre de la fenêtre internationale de ce mois de novembre 2025 où le Bénin va affronter le 18 novembre prochain les étalons du Burkina Faso à Rabat au Maroc. Un stage ouvert à une trentaine de joueurs convoqués par le sélectionneur Guénotro qui enclenche le processus de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, celle de Maroc 2025. Le capitaine Simounier, lui, sera absent faute de blessure, tout comme Cédric Montondi, aussi blessé, mais qui de son côté sera indisponible pour plus de 6 semaines et par conséquent ne sera pas du groupe des Guépards pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le regroupement a démarré aujourd'hui avec la première vague de joueurs qui ont déjà foulé le sol béninois. Il s'agit des 3 gardiens de but, bien entendu sur les 4 convoqués. Sartune Alagbe, Marcel Dondinou, Mariano Tinovi. Au poste de défenseur, ils sont déjà une panoplie arrivée à Cotonou. Rabiou Sant Kamao qui évolue dans le championnat local. Mohamed Tidjani et Jordan Lawson Tamimou. Ouoro Rodrigue Fassinou, Rachid Moumini. Au milieu de terrain, on a Samadou Atidikou, Gislain Aoudo, Ibrahim Salifou, l'un des 4 nouvelles têtes convoquées par le sélectionneur Guénot, Imouran Hassan. Et puis on attaque Felipe Santos, le joueur d'origine brésilienne, bien entendu, qui a aussi des liens avec le Bénin. Rachidou Razak Adam Hakime, l'un des 4 nouveaux convoqués. Et puis Jodé Dossou, tous ces joueurs sont déjà à Cotonou et ont participé à la séance d'entraînement, la première de ce stage, il y a quelques heures au stade de l'amitié. Général Mathieu Keko à Cotonou, séance meublée d'ateliers techniques et physiques sous la houlette du technicien franco-allemand. Voilà, le technicien franco-allemand qui monte déjà son attelage donc pour la grande baisse du football africain prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain. Je parlais de ce match amical international, je disais en fin de semaine, c'est plutôt au début de l'autre semaine. Ce sera le 18, comme l'a précisé Candide Rouento. Du football encore, mais nous allons changer de genre pour évoquer le tournoi UFOA B au niveau des dames des moins de 20 ans. Eh bien, le coup d'envoi a été donné en fin de semaine écoulée. Déjà 4 journées de compétition et les Amazones du Bénin peinent à retrouver leur repère à Porto Novo face à des adversaires géantes de leur place dans l'élite ouest africaine en 3 différentes sorties. Les filles du duo technique Abdoulaye Ouzero Adam Adikatou enregistrent autant de revers face aux Black Princess du Ghana. À leur entrée en compétition, les Béninoises ont courbé les chines d'entrée sur un score de 2-0 avec la sortie sur blessure de Deo Gracias. Et bien ensuite, la nouvelle défaite pour leur deuxième sortie dans la compétition face au Super Falcons du Nigeria.
pour la deuxième sortie dans la compétition, mais cette fois-ci le score de 3-0. Et puis ce lundi matin, elles se sont inclinées tout comme à l'aller sur un score de 2-0 face aux Black Princess du Ghana. Des revers qui positionnent les Amazones du Bénin au bas du classement. On va écouter ici la sélectionneur adjointe des Amazones UVA. Nous sommes là pour apprendre. Cette équipe, on l'a déjà croisée une fois et je pense qu'on a retenu l'essentiel pour les affronter. C'est juste la détermination et l'envie de dire aux filles, non, c'est les mêmes dames que vous, donc il n'y a rien de spécial. Donnez-vous à fond, vous n'avez plus rien à perdre. Donc c'est ce qui a montré leur détermination sur ce match. Depuis qu'on a commencé cette compétition, c'est vrai qu'on avait perdu d'autres matchs auparavant, mais sincèrement pour ce match, on pouvait jouer un match, on pouvait faire un match nul. On l'a perdu et là, franchement, ça m'a fait mal. Mais affronter les grandes nations, il y a une grande différence. On a déjà fait un travail à un niveau, donc il faut affronter ces équipes pour comprendre, parce que c'est des gens qui, qu'on veuille ou non, c'est des gens qui ont commencé avant nous. Et on essaie, moi je préfère rencontrer ces gens d'équipes que de rester encore avec les équipes qui se cherchent aussi sur le plan international. Donc, je le dis souvent, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à travailler. On a appris tellement de leçons qu'on va essayer de reprendre avec les filles, voir là où ça n'a pas marché. Parce qu'elles ne sont pas aussi bas qu'on le pense. Elles ont quand même progressé selon moi. Défaite 2-0 face aux Black Princess du Ghana ce matin dans le cadre de leur troisième sortie dans la compétition. En attendant donc la quatrième et dernière sortie des Amazones du Bénin pour le compte de cette deuxième édition du tournoi FOAB des dames pour le compte de la catégorie des moins de 20 ans qui se tient ici au Bénin et bien entendu dans la capitale béninoise. Au-delà de ces de ces trois matchs joués par le Bénin, d'autres rencontres se sont déroulées, notamment la rencontre qui a opposé l'équipe du Ghana à celle du Nigeria, où victoire était pour les Super Falconets, 3-1 devant leurs homologues Black Princess du Ghana. Allez, la session passée à une autre actualité. Oui, on va rester toujours avec le football féminin au niveau des clubs, cette fois-ci avec l'édition 2025 de la Ligue africaine des champions. Au niveau des féminins, bien sûr, qui a commencé le week-end de C'est parti pour plusieurs jours de compétition en terre égyptienne pour la course à la succession de l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe. L'équipe féminine qui a été donc victorieuse de la précédente édition de la compétition. C'était en terre marocaine comme lors des précédentes éditions. 8 équipes sur la ligne de départ. 8 clubs répartis en 2 groupes de 4 équipes qui vont disputer le cadre de cette édition qui se tient en terre égyptienne. Pour la première journée de compétition dans le groupe à l'équipe de l'USFAS qui dispute sa toute première phase finale, tout comme l'équipe de 15 agosto de l'internationale béninoise Diane Oku, et bien entendu l'équipe de l'USFAS de Bamako s'est imposée par un score de 2-1 à celle de la Guinée équatoriale. Score nul et vierge entre le FC Massa, médaille de bronze de la précédente édition devant son homologue de l'ASFA du Maroc. Dans le groupe B, le champion en titre s'incline d'entrer en compétition 0-1 devant l'équipe de l'ASEC Mimosa, et puis score nul et vierge entre l'équipe de Gaborone United FC devant celle de JKT Queen pour le compte donc de la première journée de compétition. Voilà, restez en notre compagnie. Nous allons parler surtout de la trêve internationale annoncée en début d'émission avec bien sûr la sélection nationale et le match amical international qui vient. Ça fera l'objet de notre discussion en ce soir. Mais retour au football féminin et au football masculin, pardon, après avoir fini avec les dames pour évoquer les championnats nationaux et au sein de l'élite Candide. On jouait ce week-end la 7e journée de la Ligue Pro. Oui, 9 différentes rencontres qu'on a suivies ce week-end dans le cadre de cette 7e journée de la Ligue Pro 1 saison 2025-2026. Score nul d'un but partout entre Damissa Football Club et son homologue de l'AS Soubemap. L'équipe de l'ASPAC s'est imposée par un score de 3-1 à son homologue de Buffle FC. AS Cotonou s'est imposé par 2-0 à l'équipe de Ayema Football Club. Dragon FC
a battu 1-0 l'équipe de Espoir FC de Savalou. Score nul d'un but partout entre Dadier et Dynamo FC d'Abomey, tout comme entre Coton Football Club et la jeunesse sportive de Pobel. L'Autopopo s'est imposé par un score étriqué de 3-2 devant son homologue de Bani-Goncé. Score nul de 2 buts partout entre Odu FC et son homologue de l'USS Craqué. Et puis victoire des Cavaliers de Uniki devant leurs homologues de l'association sportive de la vallée de l'OMB. Après ces différentes confrontations, le classement reste dominé par l'équipe de l'AS Soubemap avec un total de 17 points au compteur. Un goal différentiel de plus 9, 16 plus 6 pour l'équipe des Buffles du Barcou qui vient en deuxième position au classement. Le Topopo est positionné troisième au classement. Aspac quatrième, Namissa cinquième, Coton FC sixième, Dynamo FC d'Abomey septième, Dragon FC huitième et puis l'AS Cotonou vient boucler le top 9 au classement. Au niveau de l'antichambre, notamment la Ligue 2, saison 2025-2026, on a assisté à la 5e journée de compétition ce week-end. Abeille FC est allé s'offrir les 3 points sur les installations de l'AS Elite Sport au bout d'un score de 3-0. Diafa FC est allé réaliser le même scénario 2-0 devant son homologue de Dynamique FC. C'était Adjougou. Dynamo de Parakou et Aziza FC se sont partagés le point au bout d'un score nul et vierge. Victoire d'Énergie FC 1-0 devant l'équipe de Réa Sport de Parakou. Score nul d'un but partout entre la jeunesse athlétique de Kétou et l'AS Tarkoune. Adidja FC s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de Sitatunga. Score nul de 2 buts partout entre Avant Comli Sport et l'AS Police. Beke FC s'est imposé 2-1 à l'équipe de Ponte FC et puis Boa FC a battu par 2-0 l'équipe des requins de l'Atlantique. Au niveau de cette deuxième division, Diafa FC monte à la première position avec 11 points au compteur, un goal différentiel de plus 5, un but de plus que l'équipe de Beke FC qui loge à la deuxième position. Voilà, c'est le point que nous pouvons faire par rapport à ces championnats nationaux. Habib, je m'en voudrais de ne pas vous prendre un mot surtout au niveau de l'élite, cette 7e journée marquée surtout par des coups d'arrêt et surtout de l'AS Soubemap et de Coton Football Club. Oui, mais surtout des Buffles. Des Buffles aussi, battus, oui. Leur première défaite, parce que jusque-là, l'équipe de Buffles était solide et partageait le fauteuil de leader avec Soubemap. Là, ils ont flanché une petite surprise face à une équipe de l'ASPAC qu'ils n'avaient jamais battu depuis 2019. C'est une petite histoire qui s'est écrite. Mais globalement, le classement des Buffles reste quand même assez intéressant parce que Buffles, la saison dernière, a gambergé jusqu'à pouvoir se maintenir au sein de l'élite. Et cette saison, ça démarre bien parce qu'il y a un travail de continuité qui se fait. Hubert Ronfort est arrivé, il a été conservé, il a la confiance de ses dirigeants et il peut le garder. Mais après, les vraies surprises dans ce championnat, c'est surtout dans le bas de tableau où on voit Dadier carrément à la traîne et Cavalier également, deux clubs qui avaient joué les premiers rôles la saison dernière qui sont à la traîne, comme quoi c'est un championnat qui nous réserve beaucoup de surprises. Mais après, l'essentiel c'est que tout est encore compact, donc c'est difficile de tirer des leçons définitives jusque-là, puisque au bout de 2-3 journées, les changements peuvent se faire. On constate également que Coton, un peu à l'image de ce qu'il fait depuis 2 saisons, ne démarre pas fort, parce qu'apparemment c'est dans l'habitude de Coton de ne pas démarrer fort. Et là encore, ils sont un peu dans le ventre mou du classement. Et je crois qu'ils sont 6e. Ils ont un match en retard. Je crois que c'est un match désormais, parce qu'ils en ont joué un. Mais de toute façon, au-delà des résultats, c'est toujours une équipe, on a l'impression que l'équipe est éternellement en rodage, qu'on cherche un 11, que les joueurs ont du mal à se trouver. Parce que quand on regardait le match d'hier, le nul obtenu face à la GSP, franchement, le but de Coton, si on enlève le génie d'Emmanuel Henry qui marque ce but égalisateur, c'est qu'après, il n'y a pas vraiment, en termes de contenu, il y a eu une domination stérile, mais pas d'action tranchante, pas d'occasion nette, pas de fluidité dans le jeu comme on peut l'espérer pour une équipe de la trempe de Coton. Voilà, c'est des équipes qu'on attend surtout au tournant au cours de ce championnat. Nous allons changer de discipline, Candide, si vous le permettez, pour parler tennis de table. C'est bien cela, on passe maintenant à la discipline du ping. On a assisté ce week-end à l'édition 2025 du tournoi international de tennis de table dénommé Open Temple du Son. Vous allez le voir sur les images. Il s'agit de la 7e édition de la compétition qui a réuni cette année 5 pays de la zone ouest de la Confédération africaine de tennis de table, dont le Togo,
le Ghana, le Nigeria, le Niger et le Les Bénin. images tardent à venir. Oui, les images de cette Voilà, édition. on Voilà, les a maintenant. on les a finalement, cette compétition qui est à sa 7e édition, qui a réuni cette année 5 pays de la zone ouest de la Confédération africaine de tennis de table, dont le Togo, le Ghana, le Nigeria, le Niger et le Bénin, pays hôte. Puis la représentation chinoise au Bénin dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils étaient près d'une centaine d'athlètes venus cette fois-ci pour la course vers les Graals dans les différentes catégories, notamment celle senior dames, senior hommes, la catégorie des vétérans, y compris une compétition relevée qui a offert au public des duels intensifs raquettes en main autour de la table du ping-pong. Chez les dames, Ziadat Akadri, championne en titre du Bénin, s'incline en finale face à la Nigériane Bisola Assadju. Chez les hommes seniors notamment, le titre a été remporté par le Nigérian Sani Abdou Rachin devant son compatriote Latif Younous. Le podium est complété par le Togolais Désiré Akakbo. Au niveau des vétérans, le podium dans la catégorie 50 ans plus est aux couleurs du Bénin avec le sacre de Franck Kiti, alors que dans les deux autres catégories, le Ghana a réussi à dominer les débats cette année. On écoute ici quelques athlètes au thème donc de cette compétition. Le niveau est vraiment élevé, vraiment un niveau élevé parce que les matchs sont d'une facture vraiment élevée. On a vu que avec l'arrivée des Ghanéens, et ça a changé. Même les Nigériens aussi sont là. Il y a le Ghana, il y a le Niger, il y a le Nigeria. Donc vraiment ça aide déjà beaucoup nos pongistes béninois vraiment faire un brassage entre les autres pongistes de la sous-région. En quart de finale, ça s'est bien passé. Demi-finale, c'est une Nigériane que j'ai battue. Celle que j'avais battue l'année passée en finale, c'est elle que j'ai battue en demi-finale. Mais elle menait 3-7-0, que j'ai remonté 4-3. Maintenant, en finale, celle que j'ai rencontrée en finale, tout d'abord, ce n'est pas que elle a quelque chose d'extraordinaire que moi, mais juste elle a le jeu. Je n'ai jamais joué avec elle. Bien vrai, je la vois jouer là-bas, mais on n'a jamais échangé de ballon. Et elle a des choses qui m'ont embêtée. Je n'ai pas pu, mes attaques n'ont pas pu marcher, je ne comprenais rien. Et c'est pour ça qu'elle m'a gagné. Voilà, ça a été une belle fête de tennis de table saluée par le secrétaire général de la Fédération béninoise de tennis de table, mais également par le président de la zone ouest de la Confédération africaine de tennis de table, Ferdinand Sounou, qui a exprimé son désir de voir les prochaines années le tournoi devenir une compétition sous-régionale. On écoute ici la présidente du tennis de table club, Temple du Son, qui a justement initié cette compétition sous l'égide de la Fédération béninoise de tennis de table. Nous voici à la fin de cette édition, après une belle journée de compétition de tennis de table, mais surtout de brassage entre pongistes de la zone 2 de la Confédération africaine de tennis de table que dirige notre compatriote le président Ferdinand Sounou. Je suis très heureuse et à travers ma personne, toute l'équipe du tennis de table, Club Temple du Son, vous remercie sincèrement pour la mobilisation, mais surtout pour la qualité de match que vous nous avez offerte. On a eu des champions ce soir, mais au-delà de tout, c'est le tennis de table qui sort encore grandi. Chers pongistes, merci de maintenir toujours allumée la flamme des échanges culturels entre la Chine et l'Afrique et à travers le tennis de table. Mes sincères remerciements à notre partenaire de tous les jours, le Centre culturel chinois et son directeur, Kwang Ni. Rendez-vous à la 8e édition avec plus d'innovation et bon retour dans vos pays respectifs. Voilà, c'était bien sûr les organisateurs de ce tournoi de tennis de table qui nous donnaient bien sûr leurs impressions par rapport à l'issue de ce rendez-vous ouest-africain. Et c'était en même temps la fin de notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité ce soir. Place à présent à notre grand dossier du soir, c'est la CAN en 2025. Et pour en parler, nous avons été rejoints sur ce plateau par un monsieur bien connu dans les milieux sportifs
béninois. Il s'agit de Marwan Salou. Marwan, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je rappelle, vous êtes membre du Conseil national des supporters des équipes nationales du Bénin. Je ne vais pas dire porte-parole pour ne pas crier. C'est simple, c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, nous sommes, comme je vous en parlais tantôt, nous sommes à 6 semaines pratiquement de la grande messe du football africain prévue du 21 en décembre au 18 janvier prochain au Maroc. Eh bien, les pays qualifiés, eux, disposent d'une fenêtre internationale pour faire les derniers réglages. L'agenda du Bénin, par exemple, prévoit un match amical fixé au 18 novembre prochain au Maroc. Ce sera face à son voisin du nord-ouest, le Burkina Faso. Et en prélude à ce derby ouest-africain, justement, le sélectionneur national a publié la semaine dernière une liste de joueurs. On y voit 30 joueurs, dont 4 nouveaux au visage. J'ai nommé Jordan Lawson, Farouna, un défenseur de 18 ans qui joue à Lincoln Prep College aux États-Unis. Ibrahim Salifou, un milieu de terrain de 25 ans qui lui évolue au club Kosova de Dirta Football Club. Adam Hakime, attaquant de 21 ans qui joue à Helsingborg, D2 suédoise. Et bien sûr Felipe Santos, excentré de 28 ans qui lui évolue à Aras Nasvan, c'est en Azerbaïdjan. Voilà, j'y arrive. Et pour le reste, ce sont des habitués, bien sûr, de la tanière des Guépards. On voit Junior Olaïtan, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Marcel Dandinou. Eh bien, pour ne citer que ceux-là, globalement, on constate 2 grosses absences, celle de Cédric Ndonji, blessé, et déjà forfait pour la CAN, et celle de Steve Mounier, capitaine des Guépards, qui aussi a quelques pépins physiques, mais attention, lui, il n'est pas forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette liste, justement, le sélectionneur national l'a défendu devant micro et caméra en milieu de semaine dernière. Nous vous proposons ici d'écouter un extrait des propos du technicien franco-allemand d'abord sur le choix des nouveaux appelés. Gernot Rohr. Il y a un joueur qui est invité, qui a 18 ans, c'est Lawson Jordan, qui joue aux États-Unis dans un collège à Illinois, un étudiant d'un papa béninois, d'une maman espagnole, qui a déjà la nationalité. Il fait 1m92, il va vite, il a les 2 pieds. Pour l'avoir vu en vidéo, je me suis dit c'est l'opportunité de voir si on peut trouver un joueur à ce poste-là, à condition d'avoir un passeport rapidement, évidemment. Felice Santos joue en Azerbaïdjan. D'ailleurs, le week-end dernier, il a joué contre Moumini avec son club. Et c'est un joueur qui est intéressant sur le plan technique, sur le plan des coups de pied arrêtés. Nous l'avons vu jouer. Mais là aussi, il y a l'obligation d'avoir une homologation de la FIFA pour un joueur brésilien, même s'il y a un projet afro-descendant qui est très intéressant. Mais il faut des conditions très précises pour être éligible pour un autre pays. Ce n'est pas si simple que ça. Donc il faut remplir certaines conditions. Et en tout cas, moi, sur le plan sportif, je vais les tester. Je le trouve intéressant. Mais à voir si après il pourra vraiment participer à la CAN par rapport à son éligibilité. Également un autre joueur qui est là pour la première fois, c'est Adam Hakimi qui joue en Suède à Helsingborg. Également un avant-centre qui a un bon gabarit, 1m87, qui est capable de marquer des buts, en tout cas dans son club, en 2e division suédoise. Il y a aussi Salifou Ibrahim, qui est là pour la première fois, qui est ghanéen et béninois. Donc lui avait été sélectionné en U20 Ghana sans avoir joué, c'est important. Donc s'il a son passeport, il a déjà la nationalité, il pourrait devenir éligible pour le Bénin, parce qu'il a déjà la nationalité. Et il est très motivé pour venir. On l'a vu jouer au Kosovo, en Ligue Europa, et c'est un joueur milieu offensif
voilà, qu'on voudrait voir. Voilà, c'était le technicien franco-allemand Garnet qui justifiait justement ses choix par rapport aux 4 nouveaux. Il parle surtout de profils différents. Alors, chers messieurs, 4 nouveaux visages dont le technicien franco-allemand justifiait la convocation. Alors, votre regard sur ces nouveaux et surtout les justifications de Garnet d'abord, Marwan Salou. Merci Narcisse, je crois que c'est vraiment du déjà vu avec le sélectionneur. Oui. Honnêtement, c'est du déjà vu, rien de nouveau. Je pense que ce qui plaide vraiment en faveur du sélectionneur, c'est la qualification de l'équipe nationale pour la CAN. Bien que le Bénin ait joué sur terrain neutre, carrément à Abidjan pour se qualifier. Sinon, à part ça, par rapport à la justification de ces joueurs, il faut préciser, c'est déjà un grand mérite. Jouer loin de ses bases, se qualifier. C'est ce que je dis. Voilà. C'est ce qui plaît dans sa faveur. C'est tout à son honneur. Ouais. Il faut aussi rajouter qu'il a tenté de rajeunir l'effectif. On a vu ceux pour la plupart, un grand nombre des U20 de la CAN 2023 en Égypte dans la sélection. C'est à tout son honneur. Même si on s'est rendu compte que l'absence de Junior Laitan et l'absence de Cécile d'Almeida ne lui a pas permis de faire confiance à un jeune que lui, pourtant il a sélectionné, l'un des 3 jeunes ou 4 jeunes qu'il a pourtant sélectionné régulièrement pendant tous les éliminatoires. Moi, parfois, les justifications, les explications du sélectionneur me laissent véritablement sous ma soif parce que pour Ince, il donne une explication qui vaut pour Ince et c'est une explication contraire qui vaut pour Y. Et je pense que la communication, les explications que le sélectionneur donne, il pourrait s'en passer et nous dire juste qu'il a sélectionné des joueurs. Parce que quand vous amenez, je prends cap à cas, quand vous devez sélectionner quelqu'un pour compenser un gars comme l'absence d'un gars comme Cédric, on dit, il n'y a rien de meilleur si vous devez aller chercher un étudiant d'une école, d'université, qu'il a du potentiel. Dans un pays comme les États-Unis, s'il vous plaît, il y a un championnat qui se déroule au Bénin. Il y a des équipes. Quand vous interrogez avant la sortie de la liste, vous verrez la meilleure défense, c'était les Buffs du Borgou. C'est Aïma qui n'ont encaissé aucun but. Et donc, il doit avoir quelqu'un dans cette défense-là pour qu'on puisse, à qui on pourrait dire, si tu travailles davantage, tu vas venir. Parce qu'en réalité, la sélection, rien ne dit que ce garçon sera là. Mais il faut donner envie. Il faut récompenser ceux qui font du bon boulot. Et on n'a pas l'impression que ceux qui font du bon boulot sont récompensés. Parce que quand je quitte là, je retourne complètement en arrière. Aujourd'hui, il choisit 4 gardiens. Le meilleur actuellement parmi les gardiens vient de faire une compétition intercontinentale. Tout le monde a parlé de Aubin Lissassi. On ne le voit pas, c'est surprenant. Donc, je pense, pour moi, nous sommes 14 millions de Béninois. Il y aura beaucoup d'avis, mais l'unanimité doit être faite sur un certain nombre de choses. On a des cas qui sont en train de durer, tels que Sebio Soukou. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire et se donner le temps de qualifier les joueurs, les afro-descendants. Parce que ce n'est pas systématique en demandant un passeport pour un afro-descendant, ce n'est pas systématique. Il faut saisir la FIFA, il faut une procédure, il y a toute une procédure et que la FIFA réponde pendant ce temps. Ceux-là qui sont là, prêts à servir la nation, qui l'ont déjà servi une fois, les Moïse Adi, les Ou et autres, pourquoi ne pas leur donner une chance? Donc, non, mais de toutes les façons, nous sommes à la veille d'une compétition importante où il faut élargir l'éventail du groupe et essayer bien d'autres joueurs. C'est peut-être pour cela qu'il a fait confiance à ces nouveaux. On va les voir certainement à l'œuvre, Habib. Oui, mais à un mois, un peu plus de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas là où vous 41 jours. Nous sommes aujourd'hui à 41 jours. Mais ce n'est pas de sa faute, le calendrier international. Oui, mais ce n'est pas là que vous testez, justement. Vous essayez de renforcer vos forces. Vous essayez de faire avec ce que vous avez. Vous essayez de renforcer la cohésion du groupe parce que dit que c'est maintenant. Après, si vous avez un crack qui sort à un poste, vous prenez. Mais quand vous regardez à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, quand on amène 4 nouveaux, parce que quand on les appelle, c'est que potentiellement ils peuvent être du groupe qui va à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le message qui peut être passé.
dans un contexte où il y a un match amical seulement à jouer, dans un contexte où lui-même dit que c'est 25 joueurs qui vont partir, qu'est-ce qu'il fera des autres? Mais globalement, moi, ce que je note, j'ai un ami qui a l'habitude de dire que quand vous regardez les listes des guépards, franchement, la seule chose, le premier avantage, c'est qu'on étudie la géographie du monde. Parce que vous avez un joueur, vous parlez de l'Azerbaïdjan, après Kosovo, vous parlez du Kosovo. Les États-Unis. Ça, c'est peut-être une boutade, mais un peu plus sérieusement, franchement, pour moi, si l'objectif c'était de pousser le ridicule à son comble, on ne peut pas faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est inconcevable que le niveau. Très dur, hein, non, mais oui, je suis obligé d'être dur, encore que je ne suis pas suffisamment. Parce que ce qui se passe, j'ai l'impression que M. Rohr pense qu'il est, qu'il est en roue libre. Parce que ce n'est pas, pour moi, c'est tout sauf sérieux de penser qu'aujourd'hui, on appelle un garçon. Il n'y a rien contre le garçon, je ne critique pas le garçon, parce qu'il ne s'est pas appelé en équipe nationale. Mais le niveau de la sélection du Bénin, une sélection qui a frôlé la qualification à une Coupe du Monde, qu'on appelle, qu'on appelle dans un groupe de 30, un joueur qui est encore au lycée, dans un pays qui n'a aucune référence pratiquement au football, quand on parle des États-Unis, ça ne fait pas du tout sérieux que l'entraîneur vienne justifier qu'il a une bonne taille, il joue du pied gauche, il joue du pied droit et qu'il n'a regardé que des vidéos. Quels sont les faits d'âme? Pour une sélection nationale. Parce qu'on parle d'un garçon de 18 ans. Pour moi, même chez les U20, sa place est discutable. À plus forte raison au niveau de la sélection nationale. Donc après, quand vous regardez les joueurs également, on vous donne le nom de Santos qui évolue au niveau de l'Azerbaïdjan. Quelle est la valeur du championnat d'Azerbaïdjan? Pour moi, je suis presque sûr que le championnat d'Azerbaïdjan, le championnat du Bénin, il ne doit pas y avoir une... Ça fait injure au championnat azerbaïdjan. Le championnat béninois est nettement meilleur que le championnat de ce pays-là. Quand vous mettez ces éléments ensemble, vous demandez, mais quelles sont parfois les motivations? Alors que dans le même temps, l'entraîneur se refuse. Monsieur Ross se refuse de faire le tour du championnat du Bénin. Je ne suis pas le premier défenseur du championnat du Bénin. Il envoie quand même des émissaires sur les matchs. Oui, mais qu'est-ce que ces émissaires lui rapportent? Parce que posons les vraies questions. Donc, parfois, pour moi, la liste, il y a souvent énormément d'incohérences. Parce que déjà que dans la liste, et puis on parle de ces 4 qui sont venus, mais il y a également d'autres qui sont là qu'on ne comprend pas. Quand vous voyez l'argumentation qui pour justifier la présence le prince Ricardo dessous, vous avez des problèmes parce qu'il estime que oui, parce que le garçon s'est pété, a eu des blessures au niveau des ligaments croisés 2 fois, que c'est énorme, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Les choix doivent être sportifs d'abord. En sélection A, pour un garçon qui n'a pas, pour un garçon qui a oublié de revenir au niveau du championnat, donc comme le disait Marwan, tantôt, l'argument qui vaut pour X ne vaut pas pour Y. À un moment donné, il faut être cohérent, tout au moins. Vos choix peuvent être contestables, mais il faut avoir au moins le mérite d'être cohérent dans les choix que nous faisons. Sinon, pour moi, franchement, il y a eu beaucoup d'insultes un peu au niveau du football béninois dans ces choix qui ont été faits par M. Rohr. De toutes les façons, nous avons, Marwan a eu le mérite de le rappeler tout à l'heure, nous sommes autant de Béninois que de sélectionneurs. Tous les choix, quelle que soit la liste que le sélectionneur sort, on trouve toujours à dire. Et nous avons... Oui, mais quand il y a beaucoup à dire, c'est qu'il y a un souci. Quand il y a vraiment beaucoup à dire, c'est qu'il y a un souci. Vous savez, pour moi, c'est important quand je reviens sur le match du Nigeria, pas par rapport au résultat, mais par rapport aux garçons alignés sur le terrain. Quel message le sélectionneur donne à ces garçons qu'il a sélectionnés depuis qu'il est là, depuis 2 ans, qu'il amène. Et c'est pour certains qui jouent des bouts de match pendant que le Bénin a besoin de conserver un résultat. Mais quand il s'agissait de l'absence de Ceci d'Almeida, qu'il aille chercher dans la défense pour décimer une défense qui était le maillon fort de notre équipe durant ces éliminatoires et qui a éclaté une défense pour amener quelqu'un là et qui n'a pas été à son aise. Il est resté focalisé sur ça jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, ce sélectionneur va chercher un garçon dont il nous vante les mérites de l'utilisation du pied droit, du pied gauche, de la taille, et qui joue où, s'il vous plaît? Dans un championnat. Il y a des éléments qu'il n'a vu que sur vidéo, mais lui-même avoue que c'est des vidéos, des bouts de vidéos qu'il a une sélection nationale A. De toutes les façons, nous sommes encore à l'étape du chantier par rapport à la CAN. Il ne vous a pas dit qu'il amène ce garçon à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais il n'y a plus un autre regroupement. C'est le dernier. Potentiellement, c'est ceux qui vont à la CAN. Et donc, je pense que ce programme, quand tu parles tu donnes une chance à ce garçon. Et quand tu appelles Prince Ricardo, je n'ai rien contre, tu donnes une chance à ce garçon parce que ce garçon a eu 2 croisés. Déjà un seul, comme il a dit, ce n'était pas facile, 2 croisés. Mais donne une chance à Sebio Soukou. Il n'a tué personne. On a de la qualité. Ce que nous avons là, Habib a dit une chose.
le sélectionneur national n'est pas sélectionneur pour rester à Bordeaux. Ce n'est pas c'est le sélectionneur du Bénin. Et par rapport à ça, ne serait-ce que depuis que nous avons lancé le championnat, puisqu'il n'y a plus une compétition, le sélectionneur est censé être là. Vous estimez que depuis Bordeaux, il ne peut pas suivre les choses? Ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit là pour apprécier lui-même. Aujourd'hui, avec le numérique... Non, mais je pense que la meilleure façon pour lui, c'est d'être sur le terrain. On a vu des gens qui sont passés avant lui. On a vu le vieux Claude Leroy à Lomé. Il était sur tous les terrains. Il était dans les cantons à Lomé. Quand vous voulez construire quelque chose et que vous vous sentez concerné par un contrat, par un pays, et vous voulez apporter quelque chose, c'est vivre d'abord dans le pays. On n'a pas senti. C'est un aspect qu'on aura le temps d'aborder. Au-delà, bien sûr, de ces 4 visages, dont on parle, on va en revenir maintenant aux 2 grosses absences annoncées de cette liste pour cette trêve internationale. On parlait d'abord de Cédric Ntondi, qui a dû déclarer forfait pour la CAN. Oui, bon, enfin, est-ce que c'est officiel déjà son forfait? Bon, je ne vais pas dire que c'est quand même dommage parce que Cédric, il est depuis un moment sur une pente déclinante. On a vu que ses derniers résultats n'étaient pas bons. Sur le match face au Nigeria, il s'est fait bouffer dans tous les duels par Victor Osimhen. À un moment donné, on avait l'impression même qu'il fuyait les duels avec lui. Mais après, c'est un garçon qui a été correct. Très correct, il n'y a jamais d'histoire avec Cédric, il est toujours là, parfois la presse le tacle un peu, il n'en fait jamais une histoire. Donc pour moi, franchement, c'est une blessure qui me fait mal parce que je me dis, il méritait de finir sur une Coupe d'Afrique des Nations. Il serait peut-être pas titulaire, mais il méritait quand même de finir sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, pour Steve Mounier, c'est une blessure, ça va, en principe, lui devait revenir à temps. On l'espère qu'il revienne suffisamment à temps pour être prêt parce que malgré tout, malheureusement, heureusement, il reste l'atout offensif numéro 1 des Kepa et on aura besoin tout au moins de son jeu de tête sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Après, il y a un autre dont on parle moins et qui a été une révélation, Rodolfo Aloko, qui aussi, on l'espère pour lui, qui va revenir parce que lui aussi, les derniers matchs, il a quand même montré une qualité de percussion qu'on ne connaissait plus aux ailiers. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du contact, d'éliminer à 1 contre 1, dont les contrôles sont toujours orientés vers l'avant. C'est encore un peu brouillon dans peut-être un peu d'excès dans la conservation de ballon, mais tout ça peut s'affiner sur une compétition et sur une préparation. Pour moi aussi, ça reste une absence aussi, une absence dans cette liste et on espère que lui également va revenir pour poursuivre sur la dynamique qu'on lui a connue lors des derniers rassemblements où il a été présent. Voilà, parlant justement du cas Rodolfo Aloko, est-ce que physiquement, même s'il revient, il ne serait pas un peu court par rapport à la CAN? Revenant d'une blessure, il faut le rythme quand même. Oui, il faut le rythme. Les sélections ont le temps de se réathlétiser. Il y a la préparation de la CAN. Donc tout ça, ça va revenir. Il va venir. Mieux vaut avoir un garçon insouciant qui joue régulièrement et qui peut-être a été coupé par la blessure, qui va revenir. Parce que c'est une grande compétition, il va revenir très fort. Ce garçon a tout son avenir devant lui et je pense que, comme la Bible l'a dit, c'est important d'avoir ces garçons-là. On ne doit pas cracher sur ce que nous avons. C'est ce que nous avons de mieux et c'est ce que nous avons vu chez lui dès le premier match aussi avec un certain Rachidou dans la provocation. On a plus ça dans notre effectif. Et on a besoin d'avoir des garçons comme ça, insouciants, qui vont dans la provocation, qui n'ont pas peur d'aller vers l'adversaire en 1 contre 1, de chercher le duel et de chercher Steve Mounier. Maintenant, Habib a parlé de Steve Mounier. Il faudrait que les gens lui apportent des centres en retrait intéressant. S'il n'a pas de centre, il a beau se battre, il sera peut-être un 5e défenseur sur les coups de pied arrêtés de défense. Et donc, il faut lui apporter le ballon. Je n'aurais pas dit mieux que vous par rapport à Cédric. Je pense que vous avez trouvé les mots justes parce que si je dois parler de Cédric, je parlerai de ses performances. Je n'ai pas envie de parler de ses performances. Je veux retenir juste l'homme, l'apport qu'il a, un homme sans histoire. Et je veux retenir le message qu'il a passé. C'est très profond. Aucune aigreur, de la classe tout simplement. Quand il sait qu'il sera absent, il a adressé un mot à l'endroit de ses coéquipiers pour leur dire « Je ne serai pas avec vous, mais je suis l'un des premiers supporters. C'est jusqu'au bout, je ne resterai pas. » Je dis, c'est formidable.
certains doivent aller à cette école-là au sein de cette sélection. Peut-être que son club et la sélection trouveront peut-être un arrangement pour qu'il puisse être présent pendant les matchs, même s'il va être dans le... Enfin, même s'il va pas être dans le groupe des joueurs, qu'il puisse être aux côtés. Bon, pas formel, mais s'il peut effectuer des voyages, le Maroc, c'est pas si loin que la France. Il peut faire un aller-retour après les jours de match. Ok, mais on va rester sur cette trêve internationale. Est-ce que l'absence de Steve Mounier, par exemple, peut offrir d'autres possibilités de solutions à essayer au cours de cette trêve internationale? Évidemment, parce qu'on va devoir jouer de toute façon avec un attaquant. Ça offre plutôt la chance parmi les nouveaux joueurs qui sont appelés. Hakim Adam qui joue, Hakim Adam, voilà, qui joue du côté de la Suède. C'est le même profil attaquant de pointe. Peut-être que lui peut avoir sa chance. Pour moi, c'est peut-être celui qui aura le plus de chance parce qu'après, on verra bien ceux avec qui Guénot part pour le Maroc, puisqu'il faut rappeler que des 30 joueurs, c'est 25 qui partiront pour le Maroc. Mais j'ai bien l'impression que Hakim Adam pourrait y faire partie parce que c'est le seul pratiquement attaquant de pointe qui se décide. Parce que les autres attaquants, c'est vrai qu'on cite beaucoup d'attaquants, on parle de jusqu'à 9 dans le groupe, mais pour la plupart, ce sont des joueurs de couloir ou des 9,5. Donc après, mais bien entendu, on a besoin d'une pointe pour pouvoir tirer, pour pouvoir offrir de la profondeur au jeu. Et à ce jeu-là, je crois que c'est Hakim Adam qui pourrait être le gagnant. Et s'il convainc, je crois qu'il aura quand même fait un pas vers la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que partir avec deux attaquants de pointe, c'est pas si mauvais que ça. Alors, surtout s'il a plus un profil de quelqu'un qui peut jouer le ballon au sol un peu plus que Steve Mounier. Mais on parle de l'absence de Steve Mounier, on ne parle pas de l'absence sur le premier match du titulaire dans les buts, en griffe. Le titulaire dans les buts sur le premier match à la CAN sera absent pour cumul de cartons. Et donc, on a la chance d'avoir que son remplaçant est quelqu'un qui a été extraordinaire à la CAN 2019. Donc, qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience. D'accord. On peut le préparer parce qu'au moins l'avantage c'est qu'on le sait dès maintenant. Absolument. Donc on peut travailler dans ce sens. Parce qu'on sait que là où Saturni à l'Agbe n'a pas été parfois bon, c'est aussi sur la fragilité mentale. Oui. Donc peut-être qu'il y a un mois, 41 jours, vous l'avez dit, pour travailler là-dessus. Pour travailler là-dessus. Voilà, moi je reste sur cette trêve internationale. Il y a un aspect que vous avez fleuri tout à l'heure, c'est par rapport aux joueurs locaux. C'est l'autre constat de cette liste publiée, la faible représentativité des joueurs locaux. On en a vu 4 dans cette liste. Quel est votre regard sur cet aspect? Alors, Guénot lui a eu une autre analyse de la situation parce qu'il estime qu'il a suffisamment mis de locaux qui sont partis à l'étranger. Donc, du coup, ça fait que ça, c'est Arifi. Non, arrêtez. Ne tenez pas compte de ce que dit le Guénot. Non, mais je commence à dire ce qu'il dit. Non, encore que c'était pas faux. Il y a quelques saisons, il y a quelques joueurs locaux qui sont partis. Et ouais. Bon, après, la question des locaux, c'est que, en fait, ce n'est pas leur nombre qui est le problème, c'est qu'on sait qu'ils ne joueront pas. C'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune chance. Parce que quand on regarde, quand tu appelles Rabus Sankamo, c'est pratiquement un troisième latéral gauche. Parce qu'on sait que Yohan Rocher est le titulaire au poste. David Kiki, potentiellement le deuxième. Donc, et tu ne vas pas à la CAN, par exemple, avec trois latéraux gauche. Donc, tu vas faire sauter un. Rodé Fassinou, c'est pareil. C'est-à-dire que tu n'iras pas, parce que dans l'esprit de Guénot, je ne sais pas à quelle place il le situe dans sa hiérarchie des latéraux. Donc, c'est presque sûr qu'il ne le prendra pas. Il préfère encore décaler Tatami Mourou à droite que de faire jouer. Lui, c'est le couteau suisse. À droite, à gauche, dans voilà, de faire jouer. Donc, dans l'autre des cas, Rodrigue Fassinou, franchement, s'il va à la CAN, cette fois, tu avais une chance. Quand même, c'est un joueur que tu apprécies bien. Mariano Tinovi, 4e gardien de but. Et il ne sort même pas du match face au Burkina. Parce que sur 25 joueurs, tu ne pars pas avec 4 gardiens de but. Donc, quand tu fais le point, il reste un dernier dont le nom est en train de m'échapper. Parce que là, j'en ai cité 3. Il reste un quatrième. Ricardo Prince Dossou. Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour jouer un match à 4. Donc, le problème, c'est que vous avez 4 locaux. Le nombre n'est pas élevé, vous l'avez dit. Mais c'est 4 qui n'ont aucune chance d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Bien, s'ils y vont, ils iront juste en complément d'effectifs. C'est ce qu'on peut vraiment le plus regretter. Sinon, avoir 4 joueurs locaux, si on se disait qu'au moins 2 ou 3 sont potentiellement présents à la CAN et potentiellement entrés au moins en jeu, même s'ils ne sont pas titulaires au coup d'envoi, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Non, il faut rappeler qu'une pré-liste de ces 5 joueurs est attendue à la Confédération africaine de football dans quelques jours. On pourrait avoir 30 locaux dedans. Voilà, à un mois justement de l'événement pour être plus précis. Alors peut-on déjà envisager, Marwan Salou, que le contingent de Guépard sera sans joueur local?
Moi, c'est ce qui déchire davantage mon cœur. Je suis au quotidien, tous les week-ends, moi, je suis sur le terrain. Je le confirme. Ce que je vois de notre championnat, il y a de la qualité. Véritablement de la qualité. Je ne dis pas que nous avons des joueurs stratosphériques, des joueurs qui peuvent jouer en première ligue tout de suite, mais nous avons des joueurs qui peuvent se retrouver dans ce groupe-là et être au contact de ce qui se fait de mieux. Parce que ce qui se fait le mieux, c'est en sélection A. Il faut être au contact pour avoir envie de revenir. Et ça, c'est important. Quand on doit remercier des gens, ce n'est pas acheter un billet d'avion pour quelqu'un qui vient des États-Unis. Quand on doit... Vous revenez toujours... Non, je suis peiné de le dire. Mais c'est peut-être voir un gars comme Song Rodrigue, converti dans l'AS, appeler un gars comme le capitaine de Buffle, comment il s'appelle, Nabi Yarou, pour le récompenser. Si on doit parler de récompense, c'est voir ce qui se fait de bien. C'est des garçons qui ont du vécu, c'est des garçons qui sont en compétition et dont les clubs, le comportement, ça parle pour eux. Il y a plein de jeunes que je vois. Moi, je suis sidéré de me rendre compte que on ne fait pas suffisamment la promotion de notre championnat et le staff technique, en réalité, devrait faire revoir sa copie pour tourner autour du terrain. Parce qu'il y a des garçons que je vois, sincèrement, c'est des garçons qui ont beaucoup de potentialité, qui peuvent progresser. Et quand vous ne leur dites pas que nous avons un œil sur vous, ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas chercher à progresser. Dans la tête de certains, c'est calé, quoi que je fasse, il y aura telle personne, il y aura ceci. Et je crois que c'est le message, malheureusement, que le discours de Rohr, on a l'impression de percevoir dans le discours de Rohr, quand il parle de certitude, quand il s'adresse à un joueur pour dire, parce qu'il a servi hier, et donc il faut qu'il soit là. La sélection nationale, c'est les meilleurs du moment. C'est un peu les mettre moralement un peu à l'aise. Nous allons rester sur cette trêve internationale. Parlons maintenant de l'adversaire du Bénin pour ce match amical. D'abord, on va écouter Gernot Rohr qui nous parle ici de ce match contre les étalons du Burkina Faso. C'est un match important où j'attends que les joueurs qui sont nouveaux, éventuellement qui feront partie de 25, encore une fois, il y en a 30, ils ne viendront pas tous, il n'y en aura que 25, il y en aura maximum 16 qui pourront jouer. Donc il y en aura encore, mais qui vont faire l'expérience de voir comment ça se passe et qui vont apprendre ou autre. Donc c'est une opportunité pour nous de nous tester contre une bonne équipe qui a fini deuxième aussi de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde, qui a failli, qui s'est fait déborder par le Nigeria au dernier moment pour jouer les playoffs, qui a des joueurs de qualité. J'ai pu travailler dans ce pays, je connais un peu leur formation de jeunes qui est de qualité, vraiment. Ils ont un super gardien qui a arrêté le penalty de Tosin l'autre jour, hein, vous avez peut-être suivi ça, qui joue à Angers, qui ont un joueur de Champions League qu'on a vu hier soir, gagné au Benfica. Donc c'est vraiment une bonne équipe. Un bon test pour nous et qui nous permettra le mardi 18 au Maroc aussi de trouver nos marques par rapport à nous-mêmes, bien sûr, mais aussi par rapport à l'hôtel où on va être, où on pourra tester les conditions d'entraînement, de récupération, de soins et aussi de nourriture, tout ce qui est important aussi pour un footballeur. Donc le match important. Et plutôt que de voir le résultat, je vois les joueurs qui peuvent éventuellement rentrer dans le groupe avant de donner la liste définitive pour la CAN. Il y aura une première liste de 55 joueurs que je dois donner autour du 20 novembre. Et après, il y aura une deuxième liste qu'on va faire définitive 15 jours après. Donc, il est important de voir dans ce match-là s'il y a des gens qu'on ne connaît pas encore trop qui peuvent nous apporter un plus. C'était Gernot Rohr, sélectionneur national. Alors, c'est déjà bon de se mesurer au Burkina Faso, quand devant on a des adversaires comme la RDC, le Sénégal et le Botswana. Ouais, c'est une chose cohérente que l'entraîneur a dit au cours de cette conférence de presse, c'est bien par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire que pour moi, et je regarde également que dans son ensemble, c'est un bon adversaire. C'est peut-être une équipe légèrement supérieure au Guépa en termes de valeur de joueurs, de classement FIFA. Mais quand vous avez, comme je vous dis si bien, quand vous avez le Sénégal et la RDC à jouer, c'est qu'il faut aller bousculer des équipes comme le Burkina, prendre des risques avec
face à ce genre d'équipe et voir ce que ça peut donner. Ça vous permettra de faire les réglages, comme il a dit, de savoir jusqu'à quel niveau vous pouvez prendre des risques, jusqu'à quel niveau vous pouvez ouvrir le jeu et comment vous pouvez contenir des adversaires. Donc pour moi, c'est pas mal, surtout que le match se joue au Maroc. Donc on se met déjà un peu dans l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, c'est vrai que les conditions climatiques vont évoluer légèrement. Il va faire un peu plus frais d'ici la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, idéalement, on se dit toujours que 2 matchs amicaux, c'est mieux, mais bon, s'il n'y a qu'un, prenons et tirons en profit. Voilà, justement, pour une trêve internationale d'une semaine, un seul match amical, c'est peu. 10 jours de trêve. Donc pour moi, 10 jours, voilà. Pour moi, c'est pas le nombre du match, c'est la qualité de l'adversaire dans cette période-là. Parce que il faut pas oublier aussi, je touche du bois, nous n'avons pas beaucoup de joueurs. Il faut pas prendre de gros risques. Nous sommes dans une période donnée. Et un seul être vous manquez et tout, vous avez des soucis. On a déjà des soucis avec l'absence de Steve Mounier pour cette préparation. N'en créons pas davantage. La Bible a dit c'est l'opposition qui est intéressante. Cette équipe burkinabé, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi compacte que le Bénin. Mais elle a des individualités qui lui permettent qui est vraiment au-dessus du nôtre. Oui. Et la qualité d'un certain nombre de joueurs qui ressemble un peu à celle de la RDC, qui n'est pas également une foudre de guerre, mais qui a des qualités intrinsèques de joueurs au-dessus du nôtre. Et donc, il faut confronter cela et se préparer, savoir ce à quoi on se prépare pour la CAN, opposer un système ou varier ce qu'on a à proposer. Comme ça, on sait dans quoi on va se jeter dès le 23 au Maroc. Et donc, je pense que c'est très intéressant de jouer cette équipe du Burkina Faso, qui va nous donner beaucoup d'enseignements par rapport à ce qui va se passer. Maintenant le choix du lieu au Maroc, Habib en parlait tout à l'heure, c'est une bonne chose, non? Commencer par s'acclimater. Très bonne chose, très bonne chose. Le Bénin a pris déjà l'habitude depuis un moment de jouer le Maroc. Il n'y a pas de mal à retourner là-bas parce que déjà à partir de décembre, la fraîcheur va s'installer au Maroc et donc il sait toujours très bien d'aller s'acclimater, encore que nous avons des nouveaux qui sont venus dans la sélection. Permettons-leur d'aller s'acclimater avant de jouer cette compétition. C'est important de retourner au Maroc, de prendre ses quartiers, ses marques un peu partout par rapport à la gastronomie, à tout ce qui va avec. Parce qu'une CAN, je pense que toutes les nations qui y vont, c'est pour aller, pour rester le plus longtemps possible. Donc, voilà. Il faut prendre ses marques. Voilà, mon réalisateur me fait déjà signe. Pour finir, chers messieurs, c'est peut-être encore un peu tôt, mais pour la CAN, jusqu'où vous voyez le Bénin pour une équipe qui a eu ce parcours-là aussi bien en éliminatoire de la CAN que celle du mondial, jusqu'où vous voyez le Bénin pour finir? Alors on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est que plus que jamais le Bénin doit repasser le premier tour, c'est-à-dire que c'est le minimum qu'on peut espérer. Le groupe essaie de relever avec la RDC et le Sénégal. Et derrière, il faut forcément aller prendre, il faut forcément passer ce premier tour. Sinon, avec 4 points, c'est une mauvaise carte. Même parfois avec 3 points, ça peut se faire. Oui, avec une victoire, on peut espérer. Je partage le point de vue d'Habib. Quelle que soit la façon, il faut passer le premier tour. Sinon, tout autre résultat serait un échec. Voilà, c'était bien sûr notre dossier du soir, dossier consacré bien sûr à la sélection nationale de football appelée à la table des grands du continent en décembre et janvier prochain au Maroc. Alors, nous sommes un tout petit peu tenus par le temps. On avait annoncé et la boxe, on ne pourra pas en débattre ce soir, mais juste vous donner l'information comme quoi Clément Loko, qui visait bien sûr la couronne continentale dans la version WO, a été battu par le Namibien. Comme vous le voyez sur ces images, Matheus Eita, Clément Loko a dû abandonner à la 4e reprise. Son entraîneur que j'ai joint ce matin au téléphone me parlait d'une certaine irrégularité qui les ont poussés bien sûr à abandonner le combat. De toutes les façons, ils sont sur le chemin du retour actuellement, ils sont à Accra. Si tout va bien, dans la semaine ils vont rentrer et nous les aurons ici. Ils vous donneront en tous les détails par rapport à ce combat. Nous arrivons ainsi au terme de notre aventure ce soir, aventure mise en lumière par Augustin Vidécon, le réalisateur, entouré de Jules Joe et Francis Coco à la régie première et de Hippolyte Soumao à la régie finale. Merci pour votre fidélité. Retrouvez toute l'équipe de la réalisation sportive de Canal 3 lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Sportivement vôtre.